Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast des Changers. Je suis Fabien Bonnet, le cofondateur avec Marina Bonzon du cabinet Changers. Cabinet de conseil en change management qui accompagne ses clients dans leur transformation en veillant à replacer l'humain et la créativité au cœur du système. Alors le podcast des Changers, vous le savez, c'est 45 minutes ou plus de rencontres et d'interviews d'acteurs du changement, des personnalités atypiques, des chefs d'entreprise, des experts qui ont subi, vécu, voulu opérer un changement majeur dans leur vie personnelle ou dans leur activité professionnelle. Ce qui nous intéresse dans ce podcast, c'est d'identifier les leviers actionnés et les ressources utilisées pour opérer le changement, que sa cause soit inattendue ou intentionnelle. Aujourd'hui, je reçois Diane Deferron. Bonjour Diane. Bonjour Fabien. La fondatrice de Creative Génération, structure qui conseille les entreprises familiales sur la gouvernance, la planification successorale et la communication intergénérationnelle. Son expérience en tant qu'avocate d'entreprise, entrepreneur familial et directrice exécutive du Family Business Network France lui a donné une solide expertise en matière d'entreprise familiale. Alors, puisqu'on se tutoie, tu es également coach exécutive et coach d'affaires, facilitatrice en intelligence collective et créativité, membre de la fédération ICF. Ça fait un peu LinkedIn, mon affaire. Mais il n'empêche que c'est comme ça quand on présente. Alors, ce qui m'intéresse dans cet échange que nous allons avoir ensemble, c'est de comprendre comment les expériences d'accompagnement des familles entrepreneuriales peuvent être transposées utilement dans le monde des entreprises que je qualifierais de traditionnelles. Alors, je n'ai pas trouvé mieux comme terme. Ou à capital 100% financier. Ah, voilà, c'est ça. Ou à capital 100% financier. Alors, avant ça, je voulais quand même qu'on revienne sur ton parcours, parce que dans ma petite présentation, j'ai omis de dire que tu étais aussi photographe, exposé à la prestigieuse galerie Saatchi Art. Tu nous en dis un peu plus. On passe comment déjà d'avocate à spécialiste de l'entreprise familiale en passant par la photographie? Alors, je crois qu'effectivement, rien ne présageait au départ quand j'ai souhaité être avocate et que je suis devenue. Je n'aurais jamais pensé un jour être aujourd'hui coach et accompagner les entreprises familiales. Et c'est comme toujours le parcours qui décide finalement et les événements de la vie qui font qu'on se transforme. Je crois que c'est aussi l'objet de votre entreprise d'accompagner les gens dans la transformation. Parfois, c'est des événements qu'on subit aussi. Et dans mon cas, je crois que c'est une expérience fondamentalement de reprise d'entreprise familiale, donc du côté de mon père, où j'ai repris une entreprise viticole, une transmission qui a échoué totalement parce qu'on n'avait ni préparé, ni organisé de gouvernance. On avait une communication intrafamiliale qui était assez catastrophique. Et donc, ça n'a pas fonctionné. Je suis sortie au bout de 5 ans. J'ai repris le métier d'avocat. Et en fait, c'est une rencontre avec le fondateur du Family Business Network France qui a fait que je suis tombée dedans. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le président de ce réseau m'a dit « Tiens Diane, vous avez le profil, on va développer ce réseau, on va créer des programmes pédagogiques pour accompagner les entreprises familiales, pour les aider à transmettre de génération en génération », je me suis dit « Waouh, j'aurais adoré rencontrer ces gens, ça m'aurait vachement aidée. » Voilà. Mais, là, à ce moment-là, tu étais toujours avocate. Tu n'avais pas encore entrepris une formation complémentaire de coaching? Du tout. J'avais effectivement repris le métier d'avocat. Et c'est après avoir, puisque à ce moment-là, j'ai dit « Ok, partons dans l'aventure, mais je ne ferai ça que sous votre premier mandat et après, je reprendrai le conseil. » Je me suis rendu compte, en fait, en accompagnant ces familles et en créant un programme pédagogique pour eux, que leur demande était bien évidemment juridique, fiscale, patrimoniale, mais en fait, derrière se cachaient des problématiques humaines. Fondamentalement de relations humaines entre les générations, à l'intérieur des fratries, les problèmes de jalousie, enfin tout ce qu'on peut imaginer qui se passe dans une famille et qui est évidemment beaucoup plus complexe quand derrière il y a encore un business et il y a aussi un patrimoine à transmettre. Et c'est là que je me suis dit, tiens, si je me mets moi à accompagner ces familles dans la transmission, il va falloir que j'ai aussi des instruments sur le plan humain. Et c'est dans ce cadre-là que j'ai fait un master de coaching. Voilà. D'accord, oui. À ce moment-là, il y a un manque d'outils. Et tu dirais qu'aujourd'hui, dans ta pratique, on va rentrer après dans les situations, mais la part de l'humain, alors tu sais que chez nous, c'est très, très important. La part de l'humain, c'est quoi par rapport à ta
technicité sur l'accompagnement de ces gouvernances et de ces familles? Je dirais que c'est l'essentiel. Finalement, aujourd'hui, ma connaissance du droit des sociétés, de la fiscalité, me sert sur un plan culturel, c'est-à-dire qu'il faut qu'on sache de quoi on parle. Mais les avocats sont là pour accompagner les familles et ça n'est plus moi ma prestation, entre guillemets. Moi, j'aide vraiment ces familles à anticiper, à organiser une vision, à communiquer entre elles, à trouver des rôles et à intégrer les nouvelles générations. Donc finalement, c'est du coaching, c'est de la facilitation, c'est de la médiation, donc c'est 100% humain. Oui, et on vient te voir on ouvre cette porte-là quand on vient te voir, c'est ça? C'est sur cette dimension humaine? Oui, c'est préparer la transmission, où je n'y ai pas encore pensé, zut, qu'est-ce que je fais, où on est en conflit, où il y a un conflit latent, où il y a des incompréhensions. Oui, finalement, c'est souvent l'humain. Après, il peut y avoir des prétextes, parce que ce n'est pas toujours facile de voir en face les problématiques humaines. Donc, il peut y avoir des prétextes. Préparer la transmission, en général, sous un angle un peu fiscal, où on dit, bon voilà, on va faire des pactes d'actionnaires, on les fait avec l'avocat, mais quand même, on aurait besoin d'en parler un peu avec vous avant. Voilà. Donc, Oui, parce c'est pas qu'il y a une toujours clair. conscientisation des conflits peut-être. Voilà. C'est pas toujours clair. Ça va dépendre effectivement de la préparation de la personne qui veut transmettre, sachant que je suis de plus en plus appelée par des nouvelles générations qui sont rentrées dans l'entreprise et finalement, ça ne se passe pas très bien. D'accord. Alors, avant qu'on rentre dans le détail, tu m'as pas parlé comment tu trouves le temps de faire de la photographie, comment tu y arrives, parce qu'en plus de ça, c'est pas, tu photographies à la chambre. Donc, c'est pas rien et tu utilises quand même des techniques qui sont assez pointues. Tu développes toi-même. Bon, au-delà de la gestion du temps, on va pas s'appesantir là-dessus, mais je suis très admiratif. Mais tu arrives comment à ce type de photo-là? Alors, la photo, je suis tombée dedans quand j'étais petite. Mon père est photographe de mode et aussi photographe artiste. Donc, déjà, je nais dedans. Je l'ai toujours pratiqué. Ça me nourrit. Je pense que, en fait, je ne peux pas faire autrement que de le faire. Donc, je m'organise pour le faire. Et j'ai mon petit studio, voilà, où à un moment donné, voilà, je vais m'isoler dans mon petit studio et je vais développer des photos que j'ai faites à côté, tout simplement. C'est une respiration, en fait, pour moi. Oui, c'est ça, parce que c'est clair que l'accompagnement des familles entrepreneuriales, c'est quand même intervenir dans des systèmes émotionnels qui sont extrêmement prégnants. Ça, c'est, alors, tu es aussi très formé en psychologie intergénérationnelle. Cette dimension-là, elle n'est pas forcément évidente dans les accompagnements. Tu as raison, elle est très importante. L'autre aspect que j'ai découvert en accompagnant ces familles au sein de l'association, là au départ, quand on faisait leur programme pédagogique, c'est justement le poids du transgénérationnel. Alors, le transgénérationnel, c'est pas pareil que l'intergénérationnel. Le transgénérationnel, c'est ce qui s'est passé sur les générations du dessus peut nous impacter, nous, aujourd'hui, dans notre vie ou dans notre communication à l'intérieur de la famille. Et il y a beaucoup c'est la psychogénéalogie, en fait. Il y a maintenant beaucoup d'écrits dans ce domaine. Il y a des best-sellers, Aïe, 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 mes aïeux, de Madame Schutzenberger. Enfin, bon, il y a énormément de livres qui traitent de cette question-là. Et c'est vrai que voilà, j'ai dû me cultiver aussi dans ce domaine-là pour rentrer dans le système de la famille, parce qu'en fait, tu l'as dit tout à l'heure, la particularité de ce métier, c'est qu'on rentre dans un système parce que la famille est un système. Ouais. Et comme l'entreprise est aussi un système, c'est nous, quand on a commencé à collaborer ensemble, c'était en fait la pertinence de la transposition de ton expertise, des solutions que tu as pu mettre en œuvre avec les entreprises familiales, dans ce que moi j'appelle les entreprises à gouvernance non familiale, avec des associés, des associés autres que la famille, qui sont aussi en fait confrontés à des situations de changement. Le fait est que peut-être que la dimension familiale de l'entreprise autorise
une dimension émotionnelle, une dimension de gestion de génération qui n'a absolument rien à voir avec ce que l'on attend de la entre guillemets normalité d'un système d'entreprise plus classique. Et donc, que ce que tu as pu développer sous couvert de ces contraintes familiales va pouvoir être intéressant pour nous. Effectivement, c'est vrai, on en parlait. Ce qui se passe, on peut rigoler en disant que finalement, un conseil d'administration dans une entreprise familiale, c'est un conseil d'administration avec une boîte de Kleenex sur la table. C'est-à-dire que la place des émotions est là de facto et elle est acceptée et moins contrôlée que dans une entreprise traditionnelle. Par définition, on a autour de la table des personnes qui ont un lien affectif fort et qui vont tout mélanger. Et d'ailleurs, la première, entre guillemets, responsabilité que j'ai, c'est d'aider ces personnes à arrêter de tout mélanger. Ouais. C'est-à-dire d'aller, et c'est là où on va employer le mot gouvernance, c'est-à-dire d'aller chercher et créer des lieux où on va traiter certains sujets dans les bons lieux. Donc, voilà, parler stratégie dans un conseil d'administration, parler dividendes dans une assemblée générale, parler opérationnel quand on est dans le travail de tous les jours, parler famille dans un conseil de famille. Voilà, ça, c'est de la gouvernance. Et c'est là où il y a un enseignement, je pense, très important pour les entreprises aussi traditionnelles, enfin un capital financier non contrôlé par des familles, parce que c'est presque une exigence de survie quand il y a une transmission. Mais alors, ouais, justement, enfin, c'était la première question que j'avais envie de te poser, c'est-à-dire comment est-ce qu'on pilote une entreprise avec, d'une certaine manière, des organigrammes informels. Comment est-ce qu'on organise en fait cette gouvernance dans un monde qui nous donne un niveau d'incertitude qui rend les choses encore plus complexes. Et donc, je reviens sur mon point, c'est organigramme informel. On sait bien que les organigrammes, même dans les entreprises plus traditionnelles, ils n'ont qu'un mérite, c'est celui d'être imprimés et éventuellement de guider, mais qui a cette notion d'informel, qui n'est peut-être pas d'ailleurs forcément assumée. Alors que là, toi, il est vraiment informel, cet organigramme. Il est des strates, il faut le comprendre. C'est-à-dire qu'il m'arrive d'arriver parce qu'en fait, on est en train de dire, je réfléchissais en t'écoutant, on est en train de distinguer entreprise familiale et entreprise à capital financier, mais c'est quand même 60% de l'économie française, c'est des entreprises familiales. Hein. Oui, pas faux, ouais. Donc en fait, peut-être qu'on devrait dire à capital financier ou non contrôlé par des familles. Enfin, je sais pas. Je réfléchis à voix haute sur notre terminologie, mais pour dire qu'il m'est arrivé d'accompagner, par exemple, une famille propriétaire à 100% d'un ETI, hein, donc on est sur quand même des gros chiffres d'affaires là, où il n'y avait pas de conseil d'administration. Voilà, donc il y avait un ordre... Au sens juridique ou au sens réunion Au sens... Les deux. Les deux, d'accord. Les deux, c'est-à-dire même au sens juridique, parce que c'était en l'occurrence, je ne vais pas rentrer dans des détails techniques, mais c'était des sociétés anonymes simplifiées, donc là, tu n'es pas obligé d'en avoir. Mais donc, où en fait, les choses se règlent dans les couloirs. Donc, on se retrouve avec des... Et ça, je ne veux pas du tout stigmatiser les entreprises familiales en disant qu'elles font pire que les autres, parce que j'en sais rien, je n'ai pas de point de comparaison. Je parle juste de mon expérience où, en fait, il y a une telle énergie entrepreneuriale, on a toujours paré au plus pressé. Et au fond, on a peu pensé, peut-être au niveau opérationnel, on s'est intéressé effectivement à créer des organigrammes, voilà, des COMEX, des CODIR, donc ça quand même on y a pensé parce que sinon on ne peut pas faire de business. Mais au-dessus, c'est-à-dire conseil d'administration, assemblée générale, ben là on aura parfois des choses dans les statuts mais qu'on ne vit pas vraiment, ou parfois on n'aura même rien, on n'aura pas de conseil d'administration, on décide dans les couloirs, on décide le dimanche autour du baptême du petit Louis. Et donc là, quand il y a une transmission, il y a des choses qui pour la nouvelle génération sont plus possibles. On parle du partage de la vision là, de l'entreprise. Exactement. On va parler à la fois du partage de la vision qui va se passer au niveau des associés et également de la feuille de route, de la stratégie, où il y a peut-être une feuille de route qui est faite comme ça sur un coin de table, mais à un moment donné,
cette feuille de route, il faut qu'elle soit, pardon du terme anglais, mais challengée, et pas forcément que par des personnes de la famille, le cousin, la tante, etc., mais aussi par éventuellement des administrateurs indépendants qui ont de l'expérience, qui vont aider l'entreprise à être tirée vers le haut, en fait. Voilà. Et d'où l'intérêt de cette gouvernance et de ces espaces dédiés. Donc toi, tu interviens en fait dans un accompagnement sur cette gouvernance, c'est-à-dire que ne préexistent pas forcément des rôles et responsabilités très clairs au niveau de la tête de l'organigramme. J'avais envie de compléter par une question autour de la place des individus et du rapport du poids de la culture, en fait, de l'histoire. Eh oui. Et bien sûr, après, on va parler innovation, mais j'ai peut-être une vision qui est une vision un peu caricaturale, hein, mais j'ai l'impression que que l'entreprise familiale peut à la fois aller plus vite, mais également que ça peut être un poids, cette culture. On a toujours fait comme ça. Exactement. Comment tu fais avec ça ? C'est l'éternelle question de où on va mettre le curseur. Et une entreprise familiale saine qui aura su intégrer ces nouvelles générations dans les bonnes conditions et leur donner les coups des franches pour innover va bien fonctionner. Il faudra aussi qu'elle ait une dynamique de communication saine, parce que ce n'est pas toujours le cas. Si effectivement on intègre tard, on écrase, on ne donne pas les coups des franches à la nouvelle génération, forcément on s'empêche d'innover et on s'empêche d'être en contact avec... parce que c'est quand même par la nouvelle génération que l'innovation arrive. Il y a un moment donné, si on reste au pouvoir à 78 ans, on perd un peu contact quand même, hein. On a besoin des générations d'au-dessous. Alors, comment tu fais pour favoriser ce lâcher-prise ? C'est déjà compliqué dans des sociétés qui sont, entre guillemets, plus normées, où il y aurait potentiellement une rationalité. Ou une limite statutaire. Voilà, même. ou une limite statutaire. Comment tu fais dans ces cas-là pour permettre le lâcher-prise de la génération au pouvoir, qu'on n'a peut-être pas forcément envie, c'est peut-être l'œuvre de leur vie, c'est peut-être leur... voilà. Ça se passe comment ? Alors, quand c'est la personne qui veut préparer sa transmission et anticiper, et qu'elle est déjà assez jeune, quand je dis jeune, c'est 55, 60 ans. C'est très jeune. Voilà, c'est très jeune, hein, on va dire que c'est très jeune. Là, ça peut vraiment être assez vertueux parce qu'on est là, on commence jeune, on se donne le temps. Et je dirais que là, du coup, je rencontre des entreprises qui ont un peu un biais, c'est-à-dire les bons élèves, hein, qui viennent me voir, qui savent que mon métier existe, qui pensent que ça pourrait être bien de faire les choses sur le moyen long terme pour que chacun trouve sa place. Donc ça, en général, j'ai pas grand-chose à faire. En revanche, il peut y avoir des cas où là, j'arrive appelée par la nouvelle génération parce que la génération du dessus ne lâche pas. Et là, l'idée, ça va être de construire ensemble un nouveau modèle. Ensemble, entre les générations. Entre générations. Et dans le même temps, il va être utile de trouver aussi la nouvelle vie de celui qui transmet. Parce que lui, s'il n'a pas sa nouvelle vie, pour lui, c'est extrêmement anxiogène. Alors, en plus, si c'est un fondateur, le fondateur, lui, en général, c'est son bébé. Donc, c'est comme lui demander de donner son bébé à quelqu'un d'autre et puis voilà, d'arrêter de vivre quelque part, hein. C'est son souffle aussi. Donc, c'est vraiment là, il y a un accompagnement humain très fort pour la personne qui va devoir inventer une nouvelle vie. Il va falloir lui trouver un rôle dans cette entreprise quand même, hein. Il ne va pas lâcher tout du jour au lendemain. Il pourra être ambassadeur, il pourra ouvrir de nouveaux marchés, aller avec le petit-fils créer une filiale au Brésil, digitaliser avec le neveu. Enfin, on peut inventer plein de choses, hein, pour à la fois permettre le lâcher-prise et de rester dans la dynamique de créativité. Oui, donc finalement, là, pour le coup, la possibilité du hors-cadre statutaire, c'est une chance, si tant est que les personnes le veuillent aussi. Exactement. Mais tu dois quand même être confronté à des résistances qui sont des résistances fortes. Très. Même pour celui qui a envie de s'apercevoir que du jour au lendemain, il a plus le pouvoir. Il a plus... Et l'agenda vide. Ouais. Et l'identité.
c'est très, très difficile, hein. Faire confiance à la nouvelle génération, lâcher prise, se dire que faire autrement, c'est toujours faire bien. Y a tellement de passages à faire pour la génération qui transmet qu'un accompagnement et une écoute et surtout trouver, aider la personne à s'inventer sa nouvelle vie, c'est absolument fondamental. Alors pour cette nouvelle génération dont tu parles là, euh, l'innovation, elle est forcément une innovation de rupture. C'est-à-dire que la culture, à un moment donné, est tellement forte que pour arriver à exister à l'intérieur, tu es obligé d'être en rupture, ou tu as vécu des évolutions plus douces d'entreprise avec cette nouvelle génération qui innoverait. On a un peu, enfin j'ai un petit peu vu tous les modèles. Euh, Il y a des modèles où la loyauté est tellement forte que la génération du dessus reste écrasante Et que les jeunes ne s'autorisent pas. et les jeunes ne s'autorisent pas et ils sont complètement coincés dans leur vie. Il y a des situations tragiques que j'ai vues où finalement ils se sont bloqués parce qu'on les a intégrés, ils sont là, mais tout ce qu'on leur a promis n'arrive jamais. Et finalement, ils se disent l'étape d'après, c'est quoi? Ça va être en rupture totale. Qu'est-ce que complètement sortir? Mais alors oui, alors là, j'aurais peut-être perdu 10 ans de ma vie. Moi, j'y croyais. Moi, j'avais envie de pérenniser. Donc là, il y a des situations qui sont vraiment très difficiles, qui sont souvent liées à un travail à faire sur la loyauté, en fait. Mais après, il y a de tout comme dirigeant. Il y a aussi des dirigeants qui peuvent être très à l'écoute, comme des dirigeants qui peuvent être tyranniques, même avec leurs enfants. Oui. Alors, dans ce cas de figure, euh, euh, alors, tu m'as repris, je parlais d'intergénérationnel, mais on parle plus de transgénérationnel, hein, c'est ça? Alors, le transgénérationnel, c'est le fait de considérer l'histoire familiale des générations au-dessus. Euh, voilà ce qui s'est passé, je ne sais pas, la grand-mère, le grand-père, l'arrière-grand-père. Il peut y avoir des choses qui se sont passées dans l'entreprise ou dans la vie de ses ancêtres qui peut impacter les relations. Mais j'allais dire que c'est pas mon métier de faire ça. J'y assiste. Mon métier, en revanche, c'est d'accompagner sur l'intergénérationnel, c'est-à-dire le dialogue entre les générations, c'est-à-dire d'aider chaque génération à se mettre à la place de l'autre, de comprendre quelles sont les difficultés de l'une et de l'autre. Donc, on vient de parler des difficultés de celui qui cède, et puis après, je t'ai parlé des difficultés de celui qui reprend, mais qu'on ne laisse pas reprendre finalement. Ça, c'est des scénarios qui sont des scénarios de difficultés. Mais après, il y a aussi des histoires très jolies, de vraies collaborations entre les générations, avec une vraie vision commune, et on emmène l'entreprise vraiment dans des développements inespérés. Alors, un des grands sujets aujourd'hui des entreprises, c'est justement un sujet générationnel. Mm. C'est quand même la grande tendance des 15 dernières années de s'être débarrassé des seniors et d'avoir à un moment donné perdu cette expertise, mais vraiment perdu. Et de l'autre côté, une difficulté que l'on sent poindre aujourd'hui dans l'intégration en fait de ces nouvelles générations. Alors je m'y perds un peu dans les lettres, je crois que c'est la génération Z, celle qui arrive, qui a des codes qui sont des codes différents, avec des managers qui ont finalement peu d'années de plus qu'eux, mais peut-être plus de responsabilités, ne serait-ce que familiales, des enfants, etc., etc. Et on est au cœur de ce sujet d'intergénérationnel, qui n'a pas encore été réellement modélisé. Euh, Qu'est-ce que ça peut nous apprendre, en fait, cette expérience que tu fais au quotidien de ces entreprises qui, de facto, se doivent d'intégrer ces générations avec nos seniors qui, là, pour le coup, restent, peut-être un petit peu trop présents, mais en l'occurrence, qui restent, et ces jeunes générations qui potentiellement peuvent prendre leur place, mais arrivent-ils à trouver leur place? Donc, et comment est-ce qu'on fait pour mettre ça en place? Typiquement, l'exemple que je citais tout à l'heure, c'est faire preuve de créativité. Tu disais justement qu'il y a eu toute une vague de « bon, ben voilà, à l'âge de la retraite, on ne veut plus jamais entendre parler de toi ».
Je connais moins le domaine des entreprises à capital financier au niveau du management, mais il me semble avoir entendu parler de désormais garder certaines personnes, de ne pas perdre leur expérience, les mettre en situation de formation de plus jeunes. Voilà, typiquement, ça, c'est des choses qu'on fait dans l'entreprise familiale assez naturellement, finalement. C'est quand je te disais trouver le nouveau rôle, c'est ça. Ouais. C'est comment je pourrais continuer à me réaliser. Je lâche effectivement l'identité du dirigeant, mais il y a des choses qui m'intéresseraient. Voilà, bon, moi finalement, j'ai toujours été quelqu'un qui aimait initier. Alors oui, je vais aller ouvrir une filiale avec mon petit-fils. Donc je pense que si on le transpose dans un monde sans famille à la tête de l'actionnariat, ça veut dire qu'on peut tout à fait demander à des seniors qui sont censés sortir de vraiment offrir leur expertise avec des plus jeunes ou de faire peut-être des cellules de travail beaucoup plus intergénérationnelles où les générations s'enrichissent, où elles collaborent plus. Et donc là intervient la notion d'intelligence collective Ouais. et d'essayer de sortir de cette hiérarchie à tout prix où finalement, et ça c'est un peu le paradoxe des entreprises familiales, il va y avoir à la fois un côté paternaliste, un peu à l'ancienne, mais en même temps, quand il s'agit de créer, de partir dans une nouvelle aventure, là, on se retrousse les manches et on y va ensemble et il n'y a plus vraiment de hiérarchie. Ah oui, c'est l'action qui fédère et qui permet de travailler ensemble. C'est ça. Mais alors, les jeunes générations, euh, ceux qui arrivent dans l'entreprise et qui ont 25 ans, qui ont été élevés en fait dans cette culture de l'entreprise familiale, certains ont sans doute essayé d'y échapper en faisant des études différentes, d'autres ne se sont pas forcément vus être ailleurs que dans l'entreprise. Euh, comment ça se passe? Alors, il se pose beaucoup de questions. Il se pose beaucoup de questions parce que c'est une immense chance quand même de naître voilà, dans une famille qui est à la tête d'une entreprise, qui est en première, deuxième, troisième génération. Donc c'est intimement lié à l'histoire familiale et à l'ADN du jeune en question. Donc c'est vrai qu'à partir du moment où il doit penser à son avenir, la question de l'entreprise familiale va très vite le rattraper. Donc, est-ce que j'y fais ma place? Est-ce que j'y vais parce que ça fait plaisir à mes parents ou mes grands-parents? Est-ce que j'ai envie de quelque chose autre? Est-ce que j'ai envie de devenir guitariste? C'est difficile de s'autoriser d'être guitariste quand on est né dans une entreprise familiale fructueuse, dans le bâtiment, où il y a encore plein de choses à inventer et une grande aventure encore à continuer. C'est pas forcément évident de se dire... non, pour moi, c'est clair. Donc là, il y a beaucoup de programmes d'accompagnement, même dans les business schools maintenant, qui se développent sur ces thèmes-là. Ah oui. Parce que, en fait, c'est un statut un peu particulier. Tu peux te retrouver à être actionnaire d'une entreprise d'un côté, tout en démarrant au bas de l'échelle de cette même entreprise et en recevoir les ordres. Donc, c'est une complexité dans la position et dans le rôle qui n'est pas forcément facile à gérer quand tu as 25 ans, justement. Oui, parce que enfin, c'est difficile de savoir ce dont on a envie. D'une certaine manière, il y a là une forme de prédestination qu'il faut arriver à gérer. Et donc, par définition, comment faire en sorte d'être sûr que l'on est bien à la bonne place? Tu dois en avoir, que tu dois récupérer des... Beaucoup, beaucoup. Et la question, en fait, la meilleure façon, c'est de se confronter à la réalité de l'entreprise, à différents secteurs par rapport à la sensibilité du jeune en question. Se confronter à ces réalités, écouter, alors c'est un petit peu bateau ce que je vais dire, mais essayer de voir comment à l'intérieur on se sent, quoi, la musique intérieure par rapport à ça. Enfin, c'est pas facile de faire la part des choses entre je fais ça pour les autres et je fais ça pour moi. Mais sans te confronter à la réalité, tu n'auras jamais la réponse. Donc, en fait, en général, ça passe par une expérience. Alors, il y a des entreprises familiales qui prévoient, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais pour essayer d'avoir une équité maximum,
que les jeunes, pour entrer dans l'entreprise, devront avoir tel niveau d'études ou tel niveau d'expérience ailleurs. Donc ça peut être aussi intéressant pour eux parce qu'ils vont voir autre chose que la propre entreprise familiale. Et donc là, se faire un avis encore plus réaliste. Oui, donc ce que tu dis, c'est que d'une certaine manière, on a quand même pris en compte cette notion d'envie, ce qui est d'ailleurs pas forcément le cas dans une entreprise à actionnariat plus financier, plus classique, où on considère que si on est là, c'est qu'on a d'une certaine manière déjà eu envie. Donc la dimension personnelle n'est pas questionnée, alors même, on le voit bien nous au quotidien dans nos accompagnements, que c'est souvent un vrai sujet. C'est qu'est-ce que j'ai envie de faire, à part avoir la nécessité de trouver un boulot, mais qu'est-ce que j'ai envie de faire, et souvent on est confronté à cette réalité vis-à-vis de l'entreprise et du job que l'on a. Alors que là, moi, je n'avais pas forcément cette vision-là au départ. Alors que là, je comprends que ça a été quand même pris en compte. Oui, en fait, c'est intéressant ce que tu dis. La question du sens pour un jeune qui est né dans une famille actionnaire d'une entreprise, lui presque offerte sur un plateau d'argent quelque part. Ça a vachement de sens de pérenniser une histoire familiale. Ça t'ancre terriblement. Enfin, c'est humain d'avoir cette réaction. Donc finalement, prendre une liberté par rapport à ce sens et se dire mais est-ce que c'est mon sens à moi vraiment, ça te demande, à mon avis, une introspection assez importante. Alors tu ne la fais pas forcément, je crois qu'aujourd'hui on l'a fait parce qu'il y a du coaching, parce qu'il y a de l'accompagnement. Ce que je vois des entreprises familiales, c'est que la génération du dessus s'est pas posé la question, est rentrée et peut-être voulait être guitariste d'ailleurs. Et donc ça génère des frustrations et ça génère forcément des gens qui n'avaient pas les compétences ou la prédisposition pour être à ce poste-là. Donc ça crée d'autres problématiques. Ah oui, donc potentiellement, les nouvelles générations de notre époque, là, quand elles sont dans l'entreprise familiale, c'est un choix qui est vraiment conscient. De plus en plus. Oui, c'est ça. Tu vois plus que tu avais la génération précédente où c'était pas forcément leur choix, mais plutôt celui de leur père, et que c'était comme ça. Exact. Ou ça pouvait être simplement, oui, quelque chose qui se fait de manière un peu automatique, de père en fils. Je dis bien de père en fils, parce qu'on est quand même dans un milieu qui est encore très patriarcal. Les femmes commencent à rentrer aux manettes, mais c'est très lent encore. D'accord. Alors, je voulais... il y avait une question qui me taraudait en fait en préparant notre entretien. C'était autour des... je vais essayer de dire ça de façon soft, mais une forme de harcèlement, ou du moins cette proximité qu'il pouvait y avoir entre des cadres d'une entreprise qui sont aussi les membres d'une même famille. C'est déjà difficile, quand ce n'est pas le cas, d'arriver à poser des limites. Est-ce que ce n'est pas encore plus compliqué, avec souvent des figures incarnantes très présentes, pour ne pas dire un peu dictatoriales? Comment ça se passe? Comment on gère ce type de situation? C'est toute la difficulté de ce type d'entreprise. C'est vraiment d'arriver à faire la part des choses entre mon travail, ma famille, celle que j'ai créée si je suis moi-même à la tête d'une famille, celle à laquelle j'appartiens, le rôle de chacun, le rôle dans la famille, le rôle s'il y a un conseil d'administration. Enfin voilà, c'est vraiment essayer de faire la part des choses sur la place qu'on a dans chacune des sphères. Et c'est cette espèce de distance, en fait, que moi j'apporte quand je rentre dans le système, entre guillemets, pour aider ces personnes à construire un nouveau modèle. C'est justement d'arriver à faire la part des choses entre l'émotionnel familial, l'émotionnel professionnel, qui sont des émotions quand même différentes, qui n'ont pas la même intensité. Mais alors, toi, tu interviens beaucoup dans ce qu'on appelle la communication non violente. Tu utilises en fait ces modalités-là lorsque tu es confronté à ce type de problème?
Ah oui, oui, je trouve que cette méthodologie qui a été inventée par Michel Rosenberg, d'ailleurs je dis Michel, mais en fait pas du tout, c'est Marshall. Je l'ai francisé. C'était bien aussi, Michel. Notre pauvre C'est bien Michel. Rosenberg. C'est bien Voilà, Michel. Marshall Rosenberg, donc, qui a créé ce processus de communication dit de la communication non violente. Effectivement, en fait, qui est un processus de communication empathique, c'est-à-dire vraiment la faculté d'exprimer ses émotions et ses besoins plutôt que d'être dans une agressivité latente ou patente. Et c'est vrai que ça m'aide énormément dans mon travail de faire des petits ateliers de communication non violente au sein de la famille pour justement lisser les relations à tous les niveaux de la gouvernance. Mais ça doit être quand même terriblement difficile quand on est dans une posture d'autorité comme le père qui est aussi le chef d'entreprise. Il y a une forme de toute-puissance qui est sur le papier un petit peu incompatible avec les principes de la communication non violente. Oui, oui, je suis d'accord avec toi. Là où je pense que j'ai quand même un biais, c'est qu'une fois de plus, moi, je vois ceux qui ont envie de travailler là-dessus. Donc, tu vois, pour moi, c'est compliqué de te dire non, on peut travailler avec la communication non violente partout et dans toutes les familles entrepreneuriales. Oui, on peut travailler avec si on veut travailler avec. Voilà. Mon expérience dans des familles qui viennent me voir pour que je les aide à mettre en place une transmission harmonieuse et pérenne, forcément, si je leur dis, écoutez, commençons par essayer de bien communiquer, ils vont essayer de faire quelque chose. Mais il m'est arrivé d'avoir des processus d'accompagnement qui, effectivement, s'arrêtent parce que le dirigeant comprenait bien que pour lui, c'était le début de la fin. Ouais. Et donc, ma mission s'arrête là. Oui, parce que c'est déjà compliqué. Quand on n'est pas dans un cadre familial, de parler de ses émotions ou de faire montre, de parler de ses émotions, mais dans un cadre familial, c'est encore plus difficile, non ? Oui, bien sûr, et ce d'autant que on peut se retrouver à parler d'un événement survenu dans l'enfance ou l'adolescence alors qu'on parlait du fait qu'on ne répond jamais aux mails ou d'une communication qui était purement business. On peut très vite arriver sur l'histoire de la famille et le passé de la famille et de l'histoire familiale. Oui, c'est ça, parce qu'on parle à la fois à potentiellement un collaborateur qui serait son fils et son fils. Et donc, cette émotion que l'on peut ressentir dans un cadre professionnel, on va aussi la transmettre à son fils. Il n'y a plus de frontières, il n'y a plus de limites. Et c'est là où c'est compliqué. Et d'ailleurs, très souvent, les nouvelles générations vont appeler leur père dans l'entreprise ou leur mère dans l'entreprise par leur prénom. Ouais, pour déjà arriver à créer une petite distance. Alors même que tout le monde sait Bien qu'ils sûr. sont dans l'entreprise. Mais ça va être une nécessité pour trouver une posture qui soit professionnalisée. D'accord. Alors, est-ce que tu dirais que finalement, le cadre dans lequel tu interviens est à la fois plus complexe et plus simple que les entreprises où la part familiale est absente. Est-ce qu'on est parce que finalement il y a des règles. La communication non violente, on l'utilise, même si c'est pas forcément simple de l'utiliser en entreprise, mais c'est de plus en plus développé. L'intergénérationnel, c'est un vrai sujet qu'on n'aborde pas forcément tout le temps, mais là qui est une nécessité très, très claire. Qu'est-ce qu'on peut garder aussi comme la notion de culture d'entreprise? On fait beaucoup d'exercices sur travaillons sur la culture d'entreprise, les valeurs, etc. Où là, l'histoire de la famille. Voilà, ça devient l'histoire de la famille.
Mais j'ai l'impression, alors je ne sais pas si ma question était forcément très claire dans sa formulation, mais j'aurais tendance à penser euh, que d'une certaine manière, vous êtes allé beaucoup plus loin en profondeur au niveau des individus, de la gestion des émotions, qu'on ne peut le faire dans le cadre d'une entreprise traditionnelle. Que par nécessité, vous autorisez ça. Oui, moi je pourrais pas comparer parce que euh, voilà, je fais de l'executive coaching, mais je pense pas que j'ai une immense expérience sur des groupes à capital financier comme je l'ai pour les entreprises familiales. En tout cas, ce qui est certain, pour répondre à ta question, c'est que la part des émotions est incontournable et surtout doit être traitée parce qu'elle peut... l'histoire familiale et l'histoire émotionnelle familiale peut impacter le business à tout moment. D'ailleurs, la recherche académique le montre ça, hein, qu'un système familial vertueux va avoir une incidence sur la performance. À l'inverse, un système familial dysfonctionnel va aussi impacter la performance, voire générer des ventes. Donc, c'est tellement, en fait, c'est ça, cette dynamique familiale est tellement précieuse euh, qu'on ne peut pas se payer le luxe de ne pas aller faire un travail en profondeur. Ouais. Sans évidemment aller faire de la thérapie familiale. Hein. On n'est pas non plus en train d'être thérapeute familial. Mais ça peut être utile parfois. Il m'est arrivé de confier mes clients à des thérapeutes familiales parce qu'il y a un moment donné où mon travail s'arrêtait et il était nécessaire d'aller faire un travail encore plus en profondeur que celui que je fais moi. Alors, pour conclure, je vais te poser une question qui est toujours un peu compliquée, mais c'est quoi le secret des familles entrepreneuriales qui réussissent ? Je suis désolé. Hein, c'est... Alors, je pense anticiper la transmission, ça c'est sûr. Bienveillance envers les nouvelles générations, bonne communication, préserver leur ADN d'entrepreneur parce que ça c'est assez intéressant hein, quand on vit avec ses familles, c'est une énergie qui les porte. Donc ça doit être le nerf de la guerre, l'énergie entrepreneuriale. Après, sans une bonne communication et anticiper la transmission avec derrière une clarification des rôles et une gouvernance mise en place en fonction de ça. Voilà, ça a l'air très simple, hein, tout ce que j'ai dit. C'est beaucoup de travail, mais si on fait tout ça, l'aventure peut durer longtemps. Et j'ai l'impression que dans les périodes que l'on vit aujourd'hui, d'incertitude maximale, de nécessité de changement, que finalement ces familles entrepreneuriales ont une plus grande capacité à réagir parce que peut-être moins de lourdeur. C'est une image. Non, ça n'est pas du tout une image. Il ne faut pas non plus idéaliser les entreprises familiales. Donc c'est vrai qu'il y a une résilience, comme beaucoup de journalistes ont écrit à l'époque de la crise de 2008. Je ne sais pas si tu te souviens, les entreprises familiales ont résisté à la crise, la résilience des entreprises familiales. Et c'est vrai parce qu'en fait, ce n'est pas leur première crise à eux. On va parler du grand-père qui a vécu telle crise, du moment où pendant la guerre, il s'est passé ça. Et tout le monde entend cette faculté de traverser les crises, puisque finalement, une crise, c'est un moment. Et après, la vie continue. Donc ça, je pense que c'est une grande force. Cependant, il peut y avoir, à cause de la famille, des difficultés justement d'intrusion dans la vie des gens, d'abus. Et là, effectivement, ça peut impacter de manière défavorable l'entreprise. Alors Diane, en termes de conclusion en fait, à cet échange, la question que j'avais envie de te poser, c'était
savoir si tu avais pu craquer le secret des entreprises familiales qui réussissent dans le monde actuel qui est quand même très, 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 très incertain, très changeant. Alors, j'imagine qu'il y a du pour et du contre. Si on commence par le contre, qu'est-ce qui peut être empêchant ? Ce qui peut être justement empêchant, c'est ne pas bien intégrer les nouvelles générations, ne pas avoir de gouvernance, tout ce qu'on a déjà évoqué. Mais il est vrai qu'une entreprise familiale qui a l'histoire, qui a l'habitude des crises, dans l'histoire familiale, on sait qu'on a déjà traversé les crises, que ce n'est pas la première, qu'on va avoir des modes de décision qui seront moins processés, plus de souplesse, plus d'adaptabilité. Effectivement, c'est vrai qu'une entreprise familiale qui a réussi sa transmission et qui a une bonne vision construite à plusieurs, quand je dis à plusieurs, c'est à plusieurs générations, ça peut être vraiment une machine de guerre. Ouais, d'accord. Donc, on revient sur l'importance de la culture d'entreprise, processus de décision fluide, rapide. Et bien évidemment, on n'en a pas forcément parlé, mais la confiance qui est consubstantielle de cette dimension familiale. Bien sûr, l'humain. L'humain. Et c'est ce qui est sous-entendu dans ce que je te disais sur l'impact du système familial sur l'entreprise. Si la dynamique est vertueuse, on va jusqu'au bout du monde. Merci beaucoup, Diane. C'était absolument passionnant cet échange. Et je pense que la proximité de ces deux mondes entrepreneuriaux est très inspirante en fait pour tous ceux qui, comme nous, interviennent dans, j'ai noté, des sociétés à capital financier et qu'on a pas mal à gagner en souplesse. Donc, si cet épisode vous a intéressé, mettez-nous plein de pouces et d'étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. N'hésitez pas en commentaire à nous poser toutes les questions à nous et on les transmettra à Diane. Merci, à bientôt. Merci Fabien.